Et donc, ce soir, il n'y aura pas de résumé de la dernière fois. On aurait pu, mais non. Après tout, c'est relâche. C'est relâche. Je dis relâche, parce que ça fait maintenant, depuis le mois d'avril, que les jeudis soirs, ce n'était pas trop relâche, et il y avait de la tension. Mais... Donc ce soir, un petit retour dans le passé pour un peu expliquer ce qui se passait dans les années 2013. Mais nous allons revenir il y a 3000 ans de cela. Une tribu, oubliée aujourd'hui, vénère déjà une divinité toulienne sur la côte orientale de l'Angleterre. Tantôt puissante, tantôt traquée, ce culte survit à toutes les vagues de migration qui bouleversent le paysage politique et religieux de la région. Nous retrouvons 600 ans après Jésus-Christ. Le culte, centré sur le royaume saxon de l'Essex, connaît une apogée. C'est ici qu'entre en scène Aldaric, le premier maillon de la chaîne, dont vous avez vu la statue dans la grange à Jordis, le saint Aldaric. Contrairement aux souvenirs qui en est conservé, Aldaric n'était pas un saint, mais un sorcier, qui franchit la Manche pour s'initier au culte. Longtemps après, un groupe de parents de ses victimes le trouva et le tua, mais dans l'intervalle, il avait planté une graine de corruption dans le sol normand. 5 siècles après, Aldaric, à une époque de brassage culturel et géographique des populations, de part et d'autre de la Manche, nous avons ce culte. Les deux rameaux du culte se retrouvent et s'allient. Vers 1250, sous l'influence d'un chevalier anglais, un rameau bordelais naît. Un rameau de ce culte va naître. Et au cours des siècles suivants, il alterne des périodes de sommeil et d'activité de cette branche. Certains n'excluent pas que cette branche ait joué un rôle dans les événements qui conduisirent au massacre de Limoges en 1370, dont Lovecraft parle dans l'affaire Charles Dexter Ward. Je ne vais pas tout vous citer de ce qu'il dit. Après 1450, les liens entre les cultes anglais et bordelais se distendent, et en 1760, Jean de Honnecourt, le dernier prêtre du culte normand, épouse une sorcière britannique. Leurs jumeaux, Charles et Louis, sont soigneusement préparés à un grand destin. Nous nous retrouvons pendant la Révolution française. Les frères Honnecourt recueillent le savoir des branches normandes et anglaises. Louis quitte ce monde. Son frère s'efforce de devenir son prophète, rédigeant les Nuits de l'homme sans tête, avant de renoncer et de prendre la fuite. Charles meurt dans les années 1830. Louis est toujours en vie. Dans une certaine vie. Car il séjourne désormais dans un autre lieu que les mortels perçoivent comme un labyrinthe sans fin. Et lorsqu'il en a la possibilité, l'homme dans le labyrinthe revient sur Terre pour guider les fidèles du culte. Celui-ci devient de plus en plus son culte, la divinité toulienne originelle étant oubliée ou confondue avec cet homme. Le rameau normand du culte a disparu et avec les frères Honnecourt, son homologue bordelais végète, la branche anglaise connaît une renaissance à la fin du XIXe siècle avant de s'étioler de nouveau avec la Seconde Guerre mondiale. Dans les années 1980, Sutton reprend en main cette branche anglaise. Mais il se brûle les ailes au Royaume-Uni. Expatrié, il prend le contrôle du culte aquitain. Mais il échoue à comprendre le message dissimulé dans les Nuits de l'homme sans tête, s'adonnant à des débauches, finalement sans grand intérêt, et de peu ragoûtants sacrifices humains, qui n'intéressent guère Louis de Honnecourt. Sutton meurt en 1993, victime de ses propres excès. Son décès replonge le culte dans le sommeil jusqu'en 2013, lorsque ses disciples survivants le ressuscitent en sacrifiant Mélissa à la place. La mort de la jeune fille entraîne l'intervention des encagés et de celle de nos gendarmes.
Nous sommes en 2013 et les enquêteurs, vous avez finalement démêlé les chevaux de cette enquête. Car vous savez que dès 1985, une société, Cooper Vickers Sutton, CVS, est créée. Le gestionnaire étant un membre du culte anglais Dennis Baker. En 86-87, Sutton est accusé de corruption, d'harcèlement sexuel et d'un quintuple homicide, dont vous avez joué les victimes à un moment donné dans la campagne. Puisque les corps ont disparu, mais plus que les corps, les âmes aussi. Après ces accusations, Sutton se sent obligé de déménager et va rejoindre un petit château qu'il louera à Dardenac pendant quelques années, manigançant grâce à son argent dans les milieux politiques, journalistiques et échangistes des Bordeaux des années 90. Il va rencontrer de jeunes personnes à cette époque, comme un certain Bazas, qui devient co-gérant de CVS Investment, un certain Delmin, lui et sa femme, adeptes de jeux au 2+2, mais aussi de débauche au château de Dardenac. Et il commence à créer, à renforcer cette branche et de faire 3 cercles. Un cercle on va dire, de courtisans ou de personnes qui passent de temps en temps. Un deuxième cercle de personnes un peu plus initiées au culte. Et un troisième cercle dont font partie Emmanuel Lormier, Bazas, Delmin, Ulrich, Marie et Sébastien Taxier. Et ce sont eux qui vont commencer à faire ces rituels sous la coupe de Sutton, qui n'est autre, dans ces années 1990-93, qu'un sorcier, un puissant sorcier, adepte de magie diverses et variées, mais, comme j'ai dit, qui ne comprend pas grand-chose finalement à ce qui s'est passé. Le 13 juin 1992, après l'avoir enlevé, ils assassinent Hélène Lombardi. La torture, la sacrifie, mais le labyrinthe ne s'ouvre pas, et Louis de Honnecourt ne vient pas. Alors il faut recommencer, encore et encore. Mais c'est sans compter la fine équipe de Marc, Valérie, Jean-Pierre, Hervé et leur fille, la fille Lombardi, l'aînée, qui va finalement mettre à mal le culte. Ces glorieux investigateurs, auprès de leur santé mentale, détruisent le culte, ou l'affaiblissent. Et la fille Lombardi, l'aînée, passant dans un portail avec Sutton, finit par le tuer. On ne saura jamais vraiment ce qui s'est passé dans le château d'Ardenac quand elle a tué cet homme. À quel prix elle a dû payer pour le tuer. En tout cas, il est enterré, et son corps est enterré. Et va passer des années et des années d'oubli, des années de suicide, comme Marc Lombardi qui se suicide. Et puis, les investigateurs de cette époque vieillissent, sans oublier ce qui se passe jusqu'au jour où Emmanuel Lormier remet la main sur ce grimoire de cuir et va ressusciter avec le premier cercle Sutton. Et pour cela, comme je l'ai dit, il sacrifie Mélissa à la place. Mais c'est sans compter les encagés. Les encagés sont là, vous les connaissez maintenant. C'est 5 personnes. Thomas Vanier, Sophie Yansky, Jane Ecott Vanier, Simon Thurston et Pierre Ménard, qui sont à l'affût. Ils veillent. Ils n'ont pas oublié. Simon est fou, oui. Mais Thomas, Jane, Pierre et Sophie n'ont pas oublié. Et lorsqu'ils se rendent compte que Mélissa a été tuée de la même façon, torturée de la même façon, ils savent que le culte est revenu d'entre les morts et ils décident de passer à l'action. Cette fois-ci, en ne voulant laisser aucune trace du passé. Ils s'occupent, après s'être longuement entraînés entre janvier et puis mai 2013, ils s'occupent des Delmin et des Bazas, attendant que un Anglais soit là, ils veillent, ils espionnent, ils sont extrêmement entraînés. Et il va commencer la quête punitive et la recherche, l'interrogatoire de ces hommes pour découvrir qui sont les autres membres du culte, jusqu'à vouloir découvrir où est Sutton.
car ils l'ont senti à l'intérieur d'eux que Sutton était revenu, l'homme aux yeux verts. Ils torturent, alors tous ne torturent pas de la même façon, puisque vous les avez joués, ces personnages, et vous savez que Simon est celui qui l'a torturé les coups de couteau, les nombreux coups de couteau, alors que Sophie, qui a été exécutrice, se contentait souvent d'un simple coup de feu. L'enquête va se passer, vous allez les poursuivre, Jean-Pierre Dosier va les retrouver à un moment donné, va les aider, un peu, mais sans être complètement d'accord avec ce qu'ils sont en train de faire, puisque ça reste des meurtres, ce sont des meurtres. Vous protégez Sébastien Stexier, qui restera vivant, lui, le dernier membre de ce premier cercle, enchaînant les enquêtes, et je ne vais pas refaire tout ce que vous avez enquêté, jusqu'à arriver à jouer les encagés, à tuer Sutton in extremis, et finalement à avoir anéanti complètement le culte à la fin grâce aux encagés. Voilà en quelques mots un résumé. Ce n'est pas fini puisque nous allons maintenant pouvoir échanger. Qui vient d'arriver. Alors, je me permets de vous interrompre. Je suis un peu ému. Ouais. Pour accueillir Tristan qui a bien voulu venir débriefer avec nous ce soir de la campagne. Et ben merci beaucoup Tristan, j'espère que tu nous entends bien. Donc je vous entends, la vraie question c'est est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend, bienvenue à toi. Bienvenue chez Merveilleux. Eh ben bonsoir à tous. Et merci. Bonsoir. Eh ben c'est nous qui allons te remercier. Alors peut-être tout le monde te connaît, alors je vais me permettre peut-être de présenter en un instant. Alors on a les caméras, je sais pas si tu nous vois aux caméras, mais... Ouais. Tu vas garder ton rôle de MJ, moi je pense que c'est pas mal. Ah ok, bah sans problème. Alors nous avons Orion, alors non, je fais honneur aux dames, excusez-moi Orion. Alban, qui dit bonjour, et qui a joué Aurore Huard, Marc Lombardi, dans le hors-procédure Lombardie, l'affaire Lombardie, et Jane Ecotte Vanier, dans la dernière session. Voilà, nous avons Caprice, qui a joué Caroline Joss, Valérie Lombardi et Sophie Hansky dans le dernier épisode. Aliat, voilà, qui est avec nous, qui a joué le capitaine Alain Tellier, Jean-Pierre Dosier et Thomas Vanier dans le dernier épisode. Et après, je finis par Orion, avec qui j'aurais dû commencer, notre Daniel Brochard, personnage, on pourra poser une question sur ce personnage, et qui a joué Hervé et Simon dans le dernier, voilà. Et moi, Kylian. Voilà. Et donc je viens de récapituler un peu le passé là, depuis ce qui s'est passé dans les 3 millénaires avant notre ère jusqu'à aujourd'hui. Et on allait passer justement aux questions des joueuses. Et donc Tristan, si tu veux prendre la parole, n'hésite pas, quand tu veux, parce que je pense qu'ils ont plein de questions. Et s'ils n'ont pas de questions, j'en ai plein. Parfait. Alors, qui veut poser des questions? Qui se lance? Vas-y, Caprice. Moi, dans le récit du passé que tu as fait, je ne vois nulle trace de Easton. Est-ce qu'il est une victime collatérale, totalement au hasard, ou bien est-ce qu'il avait un rôle à jouer là-dedans? J'avais envie de poser la même question. Les grands esprits sont Alors, donc, comme on a dit, la campagne, et après je réponds, hein, attention parce que je réponds à la question. Tristan a imaginé une campagne que j'adore parce qu'elle est à la fois extrêmement précise sur l'enchevêtrement des événements, les indices, etc. Et ça laisse, il y a quand même à un moment donné une part de liberté à la table. Donc Easton, il n'est pas décrit en détail dans tous les crimes qu'il a pu connaître, etc. Mais oui, c'est un membre proche du culte, du premier cercle, comme je le disais. En tout cas, dans ma vision. Tristan, tu confirmes, hein, n'hésite pas. Oui, je confirme. J'ajoute qu'il y a...
Je vais paraître digresser, mais c'est pas exactement une digression. Il y a une tonne de trucs que vous n'avez pas vraiment vus parce que chaque machin que vous avez effleuré assez souvent débouchait sur d'autres fils. Et par exemple, tout l'angle britannique de l'enquête où vous aviez possibilité de trouver des choses du côté de Bury St Edmunds a pas été joué. Ce qui est tout à fait normal. Je ne sais pas si quelqu'un essayait de la déplier complètement et de la jouer de A à Z, combien d'années il y passerait, mais Enfin, on a eu vraiment cette impression pendant qu'on jouait d'avoir évidemment 2 enquêtes, celle au temps présent et celle des premiers meurtres sous l'égide de Sutton. Et en fait, on avait, alors peut-être que c'est une question de temporalité, mais on a découvert plus d'intérêt à creuser, peut-être parce qu'on avait peut-être plus de capacité à obtenir des indices sur ces premiers éléments, sur ces premiers meurtres, ceux causés par le culte. Et finalement, on en avait assez peu sur les meurtres causés par les encagés, notamment parce que ça dépendait d'indices qu'il fallait creuser, mettre en expertise, voilà. Et donc, du coup, c'était une temporalité qu'on maîtrisait moins que celle d'aller voir des vieux témoins, de débusquer des vieux, voilà. Donc ce qui fait qu'on a eu l'impression d'avancer plus vite ou plus souvent, ou en tout cas avec plus d'intérêt sur les vieilleries que sur les meurtres des encagés eux-mêmes. Et pour ma part, j'ai le sentiment d'avoir subi les encagés, les meurtres aux encagés, c'est-à-dire qu'on voyait les meurtres s'accumuler sans pouvoir rien faire, allant jusqu'à même sauver Texier contre ma propre volonté, finalement, pas celle de Brochard en tout cas. la noblesse de la gendarmerie. C'est ça, même si ça lui sera reproché 20 fois. Et du coup, j'ai trouvé qu'on s'est finalement intéressé beaucoup à la vieille affaire, enfin aux vieilles affaires, parce qu'on avait plus de maîtrise dessus. Même si on était régulièrement rappelé à l'ordre. Donc c'est aussi un des points que moi, en tout cas, j'ai senti, c'est qu'on avait des moments où on voyait pas trop quoi faire dans l'enquête du temps présent, alors qu'on n'a pas trop. Enfin, peut-être que c'est parce qu'on n'a pas vu les bons indices, on n'a pas su bien les analyser, mais on a finalement très peu débroussaillé ce que faisaient les encagés dans le temps présent pour plus débroussailler ce qui se passait du côté des cultistes. Alors, C'est une réflexion, c'était pas forcément une question. d'accord. La réponse est que ça s'est goupillé comme ça. En fait, le truc qui devait vous faire avancer assez vite vers Yansky et compagnie, c'était les menottes. Et j'ai été très surpris de voir que ça sortait vraiment tardivement. Mais ça s'est goupillé comme ça, quoi. Et pour ajouter, donc, Tristan a créé un système où les indices arrivent en fonction d'un temps, hein, un temps de demande et un temps, le temps que les indices reviennent, enfin, on les analyse. Et moi, j'ai souhaité le jouer, je vous avais montré mon fichier Excel, j'ai joué vraiment au hasard, enfin, comme proposé. Et donc, forcément, avec des retours d'analyse qui allaient venir, pas forcément au bon moment. Par contre, les menottes étaient vraiment clés dans le dispositif. Et vous l'avez demandé très très tard. Vous l'avez demandé extrêmement tard. Suffisamment tard pour que beaucoup de choses se passent. Et le deuxième chose qu'on a un peu loupé, alors j'ai loupé, c'est Dosier. Quand on savait où il était, et vous avez mis 3 jours, je crois, pour y aller. Et c'est les deux trucs qui ont fait qu'effectivement, l'enquête, on n'est pas arrivé à des gardes à vue. Moi, j'aurais rêvé jouer des gardes à vue des encagés que vous chopiez avant, ça aurait été... voilà. Et puis, pas oublier que l'histoire, il y a finalement 3 histoires. Il y a l'enquête, le passé et vos affaires personnelles qui viennent aussi enrichir tout ça et qui fait qu'à un moment donné, vous pouvez, voilà, et ça vous perturbe dans l'enquête actuelle parce que tout cela se mêle dans une joyeuse J'ai cacophonie. beaucoup aimé ce que tu en as fait d'ailleurs.
C'est gentil. C'était pour raconter. Ouais, Ban, après, pour raconter. Il y avait des histoires qui s'entremêlaient. C'était celle de Alain et puis d'Aurore. C'est-à-dire ton frère qui embrigadait le fils d'Alain lors de la soirée de Noël des gendarmes pour qu'il deal. Voilà, ton frère ayant besoin d'argent, voilà, ça tu l'avais un peu vu. Et après les autres, j'ai pris les idées. L'idée que tu avais proposée, Tristan, pour Brochard, que tu proposes, tout le monde a compris maintenant, je crois qu'il avait une maîtresse quand même, hein, le monsieur. Alors que Joe, j'ai joué sur la maternité, quelque chose de un peu plus personnel pour elle. Alban, tu avais une question? Oui, j'avais une question, c'est en dehors des menottes, est-ce qu'il y avait d'autres pistes qu'on a loupées qui nous menaient aux encagés? Parce que je veux dire, en dehors, par exemple, les lettres CC dont tu nous avais dit à la fin ce que ça voulait dire, on partait sur des trucs, mais on savait pas du tout, ça avait l'air d'être un gros indice, et au final, non. On n'entend pas parler de cette fameuse Rachel avant la fin. Je me dis, on a dû louper des trucs en fait, et j'aimerais savoir ce qu'on a loupé, qui aurait pu nous mettre plutôt sur la piste de ces personnes-là. Louper, c'est un bien grand mot. Il y avait la voiture. Déjà, rappelez-vous, cette voiture, la voisine. La fameuse voiture bleue, oui. Voilà. Ça pouvait vous mener à une zone commerciale, etc. Bon. Il y avait les disparitions que vous avez cherchées longuement, pas forcément des disparitions, mais des meurtres. Vous avez cherché plutôt, vous, qui pouvaient, en remontant la piste, avoir des noms peut-être de disparus, même si certains ont changé de nom depuis, enfin d'identité, ou n'étaient pas connus comme faisant monde des encagés. Voilà, après il y avait Dosier qui pouvait aussi. Alors Dosier, Tristan, il peut nous en parler un peu parce que c'est un des personnages qui est pour moi compliqué à jouer, c'est qu'il connaît beaucoup de choses. En réalité, il connaît quasiment la vérité, je pense. Il sait pas forcément où sont les encagés puisqu'il les a pas suivis depuis des années. Et donc c'est un personnage qui peut être utilisé, que j'ai pas fait comme ça, hein, mais qui peut être utilisé pour faire avancer l'enquête de manière assez importante. Ouais. Tristan, n'hésite pas, hein, si tu veux ajouter. Non, ça me paraît complet, c'est-à-dire que c'est vraiment des histoires de trajectoire, c'est-à-dire que la moindre inflexion dans un sens ou dans l'autre modifie profondément ce que vous voyez ensuite. Les encagés, en fait, ils sont conçus pour apparaître par deux bouts. C'est le vol de l'arme qui vous amène au Vanier et les menottes qui vous amènent à Sophie. En regardant les fenêtres, vous vous rendez connaissent. Et ça met en place tout un jeu de surveillance interrogatoire et qui sont ces gens et pourquoi se fréquentent-ils. Et c'est vrai que Vanier, vous l'avez vu, la famille Vanier, vous l'avez vu assez tôt, le samedi. Oui, mais ils nous ont pas fait penser qu'ils étaient coupables en fait. Ils ont tellement bien joué leur jeu que du coup on les a finalement assez vite écartés. Alors, écartés pas vraiment avec... Rien en fait. Ouais, c'est juste, si vous aviez poussé un tout petit peu l'enquête en allant par exemple au club de tir sportif où Thomas Vanier avait ses petites habitudes, ils auraient pu vous dire que c'était pas un client tout à fait normal. Il avait peut-être des comptes à régler dans sa tête avec la violence. Ça vous aurait peut-être remis un petit peu dessus. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça qui... Mais bon, vous étiez tellement occupé à vous bouffer le nez entre vous que c'est à regarder. C'est vrai. Alors, moi j'ai vraiment eu le sentiment déjà d'une grande crédibilité des PNJ, de leur histoire et de ce qu'on voyait, des pré-tirés c'est sûr, et on en reparlera, mais aussi des PNJ, ce qui fait que en creusant, en fait, quand on creusait, j'avais l'impression qu'on débusquait des choses qui étaient finalement assez vraies, et on aurait pu creuser encore 20 ans sur chaque PNJ et découvrir des choses
qui n'avaient aucun lien avec l'enquête, mais qui étaient de la vie réelle. Et pour le coup, Vanier, quand on a quitté la police nationale, parce qu'on était le commissariat, on les avait chargés d'enquêter au club de tir et compagnie. On avait vraiment, en tout cas, Brochard avait le sentiment que Vanier avait des choses à cacher, mais il voyait pas forcément que c'était en lien avec l'affaire. Mais le personnage lui paraissait, qu'il nous avait viré, il s'était fermé d'un coup, donc c'était louche, mais pas de là à en faire un auteur, en tout cas pas dans l'esprit de Brochard. Et c'est bien plus tard qu'on a trouvé les menottes, qu'on a fait les fadettes et que là on a fait les liens entre les 2 et après c'était plié, en fait, une fois qu'on avait fait les liens entre les 2. Mais ils étaient déjà, en train d'échafauder la suite et peut-être même, inaccessibles. Ils avaient déjà pris le papier, effectivement. Et alors sur l'histoire des personnages c'était à la fois un sentiment agréable et une contrainte. Le sentiment agréable, c'est que les personnages ont quand même globalement de gros fonds de crédibilité. Les personnages est prétiré, hein, j'entends. Des gros fonds de crédibilité. La contrainte, évidemment, c'est que l'affaire qui prend beaucoup d'ampleur dans la vie de chacun vient en plus d'une vie personnelle compliquée dans chacun des prétirés. Et la vie débarque, la vie réelle du personnage débarque dans l'enquête. Ce qui est déjà compliqué, c'est que quand tu fais une enquête du mythe, ou de manière générale une enquête, en étant membre des forces de l'ordre, tu es obligé de respecter la loi, en plus avec une JOS qui te le rappelle régulièrement. Ça fait que tu peux pas te permettre de faire des choses comme au Far West. Donc tu es obligé quand même de respecter des règles, tu peux pas donner des coups, tu peux pas faire du chantage, tu peux pas, enfin il y a plein de leviers qu'on De se passer. utilise régulièrement. Tu peux, faut juste qu'elle regarde pas. Ouais, c'est plus délicat et là-dessus se rajoute la vie privée qui donne à mon sens un côté très intense, très tu sais plus où donner de la tête parce que justement tu as plein de choses qui se produisent parce que l'enquête continue, les engagés continuent et voilà. Donc à des moments, quand Brochard pète un câble face à Texier, c'est clairement, je me suis dit: «Mais Brochard en fait il peut plus quoi, c'est pas possible qu'il y a tout ce qui se cumule, mais là il explose, et Texier il sait que c'est un mauvais donc il va y aller, façon bourrin et on s'en fout et on paiera les pots cassés après». Je tiens à dire que ce qui vous est arrivé sur le front personnel, je n'en suis pas vraiment responsable. J'ai mis quelques petits cailloux à droite à gauche, mais après c'est le MJ qui a fait l'arrangement des petits cailloux pour vous lapider avec. Ah, ça balance là. Il a pris du plaisir aussi, à mon avis. Hein. Bien sûr. On Alors, sait moi, qu'on a un MJ sadique. Moi, j'ai beaucoup aimé en fait le pan des histoires personnelles parce que, enfin, en tout cas moi personnellement, Joss, après 2 sessions, je me suis dit: «OK, procédurière, chiante, on va la mettre à l'écart tout le temps. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire?» Et en fait, tout l'aspect personnel la mettait face à des dilemmes où elle a dû faire des conneries. Elle a dû sortir un peu de son côté procédurier et c'était assez rafraîchissant en fait pour, déjà pour faire avancer l'enquête et pas juste faire, les rapports et et puis c'était chouette à jouer en fait, tout ce qui était extérieur, un peu à l'enquête aussi. Moi, je suis adepte du RP Popote, donc fatalement. Puis Rappelons que Joss a fait, bon, en Ah oui, plus ils savent des... pas. Non, mais on va le dire maintenant, qu'en plus d'être sorti avec le voisin d'Emmanuel et sa femme, au 2+2, elle a aussi manipulé une pièce à conviction, fait un faux, voilà, pour vous envoyer au 2+2. Bravo. C'est ça. Le papier Ézéchiel, c'était Joss qui l'a écrit en fait. Ah, super. Parce que ce qu'elle avait découvert en du coup en fricotant avec le voisin de Lormier, elle voulait pas venir vous dire au fait j'ai un amant et alors il m'a dit ça. C'est pas très discret. Oui. Donc elle a écrit une fausse preuve. Voilà. D'où le fameux message qui avait été écrit par une femme. Non, potentiellement. justement.
Ah non, c'est C'était pas le toi, c'est troisième, c'était l'autre. pas le même. C'était celui qui Moi, vous ce avait... que- Quand vous l'avez vu, c'était pas exactement le même parce que le MJ avait pas été capable de refaire exactement la même écriture que les Vous autres. avez passé 5 minutes à dire c'est pas la même écriture, c'est pas normal, c'est pas normal, Enfin, c'est pas normal. Non, puis pour revenir aux histoires perso, en fait, moi j'ai trouvé ça, je trouvais que ça rendait un réalisme, en fait, qui était vraiment très très bien parce qu'au final, IRL, quand on bosse, il y a toujours un moment quand on a des soucis perso où même si on veut pas que ça se répercute sur le travail ou quoi que ce soit, ben ça le fait parce que ça prend plus de place que ce qu'on peut faire dans un bureau ou quoi que ce soit. Donc moi j'ai vraiment beaucoup aimé en fait ce côté où les vies perso et les problèmes prennent parfois le pas sur l'enquête et notamment par exemple ce que la course poursuite qu'on a joué avec Tellier et tout, j'ai trouvé ça vraiment très très cool parce que c'est des trucs que nos personnages normalement n'auraient jamais pensé faire. Enfin en tout cas Huard aurait jamais fait ça quoi. Donc ça la sort aussi complètement de ses habitudes et tout ça. Elle est moins procédurière que Joss, c'est pas difficile, mais voilà, c'est quand même pas quelqu'un qui va aller volontairement renverser 2 motards, en bagnole, quoi. Ça, T'as c'est rien sûr. renversé, toi. Hein. Hein? Alors, T'as rien renversé. Tristan, Hein. Non, bah, j'étais dans ma Tristan voiture, l'a j'étais pas encore vu con. s'il regarde parce que c'est l'épisode qui sort mardi et en plus Ah! pour les viewers qui l'ont vu maintenant quand ils vont écouter cette émission, comme j'ai complètement loupé l'enregistrement, on l'a fait à la mode faites entrer l'accusé et avec des résumés de chaque personnage. Surprise pour ceux qui vont l'écouter. Aya, tu avais une question. J'ai vu lever la main. Non. Non. Non, j'écoute avec plaisir. Non, j'avais pas de questions. Il les pose à ma place. Moi, j'en ai une pour Tristan et au rapport avec Brochard. Quand Kylian me demande si je veux jouer les engagés, c'est difficile à faire entrer dans l'agenda, mais on y arrive quand même, parce que leur campagne, elle jouissait d'une très bonne réputation. C'est du Cthulhu, c'est du Tristan l'Homme. On se dit, là, j'ai pas envie de passer à côté. Donc, du coup, on fait rentrer ça au chausse-pied dans l'agenda. Il fait, vous voulez choisir un perso? On choisit les persos. Moi, je vois un type avec une moustache. Il a une bonne tête. On va choisir Brochard. Là, il envoie l'affiche. Et c'est le drame. Oui, je comprends. Quand je lis Brochard, je me dis deux choses. Un, Tristan l'Homme n'a pas pu écrire ça. Deux, je ne peux pas jouer ça en public. Déjà dans un cercle privé, ça peut emmener très loin. Mais alors, diffuser, comment je vais pouvoir distinguer, surtout en faisant du roleplay tout le temps et pas tellement de méta-jeu, le personnage du joueur? Voilà. Et là, j'ai dit, mais comment il a pu écrire ça? Alors, très franchement, je les ai écrits, je pense en 2014 ou un truc comme ça, donc le processus exact qui m'a conduit à l'écrire comme il est écrit, n'est plus tout à fait présent. Mais globalement, des flics beaufs racistes d'extrême droite, ça existe. Et tu n'avais pas ton contrepoids qui était le lieutenant, le troisième lieutenant, qui était conçu pour être justement pas le paratonnerre, mais le binôme avec lequel tu aurais pu te friter et rendre Oui, ça peut-être un petit peu plus respirable que tout seul, effectivement, avec ta femme, ta maîtresse et ta carte du FN. c'est ça. Mais ceci dit, le personnage était à la fois crédible et caricatural. C'est-à-dire que on voyait bien que c'était tout à fait possible. Et des affaires justement sur du racisme dans la police ou dans la gendarmerie, on en voit malheureusement souvent. Mais là, il va falloir interpréter un type raciste qui, alors, tu as mis quand même quelques garde-fous, hein. Il en parle pas plus que ça au boulot. Il essaye, tu vois, il y a des sujets. Même pas écrit noir sur blanc qu'il était, enfin, si tu veux, le dosage de racisme est la prérogative du joueur. Si je me rappelle bien, j'ai écrit un truc du genre quand on voit ce qu'on voit et qu'on entend ce qu'on entend, on en tire certaines conclusions. Tout à fait. Après,
Mais voilà, donc c'était vraiment, enfin sur le coup j'ai fait: «Waouh, ça va être compliqué à jouer». Dans à un niveau différent, c'est comme d'avoir, le couple d'Osier-Torres, c'est-à-dire que j'ai essayé de viser à une réalité. C'est, pas, le Cthulhu, habituel où tout le monde est un universitaire, anglo-saxon protestant à Arkham, mais un truc qui reflète un peu la réalité des années 2010 en France. Donc, bah, oui. Et j'étais justement très content après coup, enfin après coup, au moment du choix des 2e personnages justement de jouer Torres, pour casser l'image que j'avais pu laisser avec, Brochard, enfin que Brochard avait laissé du coup, en jouant un pendant beaucoup plus ouvert et plus libre, dans sa tête en tout cas. Alors moi, je peux me permettre, hein, parce que j'ai des questions aussi. Et moi, j'ai adoré la notion de hors procédure. À la fois adoré, mais je trouve que c'est extrêmement difficile pour maintenir le rythme. Et c'est pour ça que, ouais, Tristan, j'ai fait finalement l'affaire Lombardie, donc les années 1993, enfin 93. On a fait le Labyrinthe, qui, je dois dire, est plutôt un succès d'estime parce que on a accroché, on l'a quand même assez vite fait, et ça nous a pas apporté, je pense, tous les indices qu'on voulait. Et puis, alors c'est pas du vrai hors procédure, c'est le dernier où on joue les encagés. Et ouais, ma question, c'est finalement, quand tu l'as écrit, quelle était pour toi la, la- l'avantage, la plus-value, est-ce que ça apportait à l'histoire, les hors-procédures? Alors, j'ai essayé, en fait, c'est venu dans le développement, c'est venu à peu près au moment où on a commencé à parler de faire un financement participatif, où là, j'ai ramassé tous les morceaux, et j'en avais beaucoup, de choses que j'avais écrites autour des encagés, parce qu'elle a connu, cette campagne a connu plusieurs incarnations et plusieurs tentatives d'incarnation. J'ai envisagé à un moment d'en faire une vraie campagne au sens suite de scénario qui aurait progressé de 1830 à nos jours, voire un peu au-delà. Et donc, j'avais une masse de documentation et d'idées. Et puis, je me suis rendu compte en lisant le manuscrit, entre guillemets final, que c'était une énorme enquête. Et vraiment, c'était que ça. Et que donc, il était peut-être pas inutile de casser justement la dynamique de on va de A à B, de B à C, on tire le fil jusqu'à E, etc., en construisant d'autres choses. Donc j'ai essayé de monter l'affaire Lombardie comme un petit thriller un peu sale et un peu flippant, et de le terminer par la scène de catharsis qui est celle qui d'habitude conclut les campagnes, les mecs avec des fusils de chasse qui interrompent le sacrifice. Le labyrinthe, c'était une expérience. Euh, euh, la bête d'Opter a été pensée comme l'antithèse du labyrinthe, au sens où les persos du labyrinthe sont des ordures irrécupérables qui d'ailleurs ne vont pas être récupérées. Là, on est dans la bête d'Opter, on est dans le lumineux et l'héroïsme. Et le quatrième, très franchement, je ne sais pas exactement ce qui m'est passé par la tête quand je l'ai écrit, sauf que je ne voulais pas en faire une enquête et qui s'obstinait à être une enquête à chaque fois que j'essayais d'avancer. Donc j'ai fini par tout dynamiter et écrire quelque chose de complètement martien, que d'ailleurs personne ne joue. Je me suis demandé comment j'allais le faire, et du coup, j'ai pas fait Obeter. Peut-être que je le ferai plus tard en spin-off, mais celui-là,
Donc d'ailleurs, j'ai tellement lu une ou deux fois que j'ai oublié le nom aujourd'hui, qui est l'abbaye de Montaregret, Montaregret. si je m'abuse, Ça. qui est Space. Mais à mon avis, ça peut marcher. Avec mon groupe, ça aurait pu marcher. Après, on s'était dit qu'on mettait un certain nombre de séances à notre campagne, et donc on s'est abstenu à essayer de le tenir. Mais moi, je trouve que c'est une hyper bonne idée. Ça m'a fait penser, je vais comparer à un jeu que j'adore, c'est Nephilim. Quand je fais jouer des effets Mnemos, donc les Nephilim peuvent retourner dans des incarnations passées, et ce qu'elle peut apporter à l'histoire présente. Mais voilà, c'est différent parce que là, on est dans une enquête et on joue vraiment d'autres personnages. Moi, je trouve que c'est une hyper Alors, bonne idée. c'est marrant parce que j'ai pas pensé aux effets Mnemos, mais c'est vrai que c'est aussi dans le fond de sauce. Ma référence a été beaucoup plus simple, c'est la nouvelle édition, enfin la nouvelle maintenant, elle commence à faire 6 ou 7 ans, de Terreur sur l'Orient Express, où il y a exactement la même chose, c'est-à-dire vous trouvez un document et au lieu de le lire, vous le jouez. Ouais. Ce que j'avais fait jouer Constantinople, par exemple, j'avais fait jouer, c'est enfin, hyper sympa. Orion, question. Oui. Sur leur procédure, moi j'ai vraiment beaucoup aimé leur procédure Lombardie parce que ça éclairait vraiment l'affaire, sur laquelle encore une fois on creusait beaucoup sur ce qui se passait dans le passé avec nos gendarmes. Et là on avait directement, en plus les personnages on les connaissait pas, c'est-à-dire qu'on connaissait pas Dosier, on connaissait pas Torres par exemple dans l'affaire, et on les incarnait et on voyait vraiment la douleur au passage. Des moments qui étaient forts en émotion, quand même de jouer, avec ses sentiments de perte et compagnie, et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant de changer les points de vue. On le fait des fois dans d'autres, jeux, mais là on changeait vraiment les points de vue, avec plus d'explications. Et ce qui est drôle, c'est que de l'avis, de Brochard, il n'y a pas de fantastique là-dedans. Rien n'est fantastique puisque lui, en tant que gendarme, il n'a rien vu de fantastique. Par contre, les hors procédure ont tous des éléments, enfin tous ceux qu'on a vécu en tout cas, ont tous des éléments fantastiques et qui du coup, donnent vraiment la touche, mythe aux engagés. Alors, ça aussi, ça fait partie des choses sur lesquelles j'ai cogité quand je les ai écrits. C'est-à-dire qu'il fallait quand même que je fasse un minimum de fanservice de bonjour, voici une campagne, je suis Tristan l'Homme, c'est du Cthulhu. J'allais quand même pas la faire complètement sans fantastique. Par contre, ça peut être joué en fantastique expliqué, ça peut être joué en repoussant sous le tapis tous les éléments fantastiques. Là encore, chacun fait sa sauce. Et c'est ça qui est bien justement, c'est qu'en fait, au final, on sait pas si c'est vraiment, s'il y a vraiment eu du fantastique ou bien, enfin, si, on le sait maintenant parce que du coup, ça a été expliqué par Kylian en début de débrief. Mais je veux dire, si on met de côté ce qui s'est passé il y a X siècles, millénaires en arrière, en fait, ça peut très bien, tout ce qui est fantastique, être dans l'esprit des personnages qui pensent avoir vécu ça. Et ça peut très bien être quelque chose de absolument pas surnaturel. Et c'est cette dualité que moi je trouve vraiment très très chouette en fait. Et C'était un des Tristan, objectifs. Tristan propose en fait plusieurs divinités, enfin anciens ou divinités du mythe, comme patron du culte. Moi, j'en ai pris aucune et je vous ai jamais parlé de Nyarlathotep ou d'autres, et ça restera dans le mystère. Mais en fait, il y a une proposition ludique quand même il y en a 4, je crois que tu proposes, et j'ai pris le parti de ne pas aller jusque-là, de pas laisser, voilà, de pas laisser des traces, et que ce culte peut être juste dû à la démence de mecs un peu fous. Tout simplement, où je ferai pas de référence à des événements judiciaires où il y a eu des enlèvements, etc. Et je trouvais que c'était bien. Et je me suis posé longtemps la question, d'ailleurs, parce que je pouvais de pas mettre du tout de fantastique. Et puis après, moi j'aime bien Cthulhu. Alors, un peu de fantastique, c'est quand même sympa, quoi. Mais on Mais peut, c'est bien effectivement. J'ai eu Pardon. des retours d'un autre groupe qui a lui un MJ qui a poussé le fantastique
disons sur 11 sur 10, au-delà de ce que je pensais, moi, mettre dans la campagne. Et ça a aussi très bien marché. Donc, voilà, chacun fait sa sauce et c'est très bien comme ça. Mais moi, je trouve très bien le fait que Kylian t'ait pas cité justement de grand ancien ou de choses comme ça, parce que en tant que joueuse, je sais pas pour les autres, mais moi en tant que joueuse, j'aurais dit: «Ah tiens, je sais pas, on va dire, n'importe quoi, mais Shub-Niggurath, ça me parle». Tu vois? Donc du coup, j'aurais forcément cherché des détails sur tel truc, ou Nyarlathotep, j'aurais cherché des détails sur tel truc. Alors que là, du coup, le fait qu'il y ait aucun nom, et ben, ça conservait un mystère. Et je trouvais ça très, très chouette Oui, aussi, très, ça très bien. empêche le méta-jeu aussi. Aussi, Mmh. exactement. Donc Alors ça, c'était un c'est bon un choix. effet secondaire. Si je puis me permettre Mmh. un petit off sur l'écriture, c'est un effet secondaire du passage Actuluac. C'est-à-dire que dans la campagne telle qu'elle était rédigée initialement, j'avais pris un grand ancien, je m'y étais tenu, j'avais écrit le culte pour qu'il colle au grand ancien, etc. Mais quand je suis passé sur les 12 singes, qui n'a pas la même licence d'utilisation des noms ctuliens que Chaosium, eh ben, ce grand ancien-là était l'œuvre d'un auteur encore vivant, donc il fallait que j'attende. D'abord, il fallait que je le tue, et ensuite, il fallait que j'attende 75 ans pour l'utiliser. C'est un peu long. Donc, j'ai changé mon fusil d'épaule et j'ai décidé de détacher complètement le culte du grand ancien. Beaucoup de choses sur le labyrinthe, sur les hors-procédures. C'était beaucoup plus fonctionnel et agréable à écrire comme ça. Caprice, Bon, est-ce que tu as... ouais, Aliat. vas-y. Vas-y, Tristan, je t'en prie. C'était peut-être moi qui voulais parler juste Ah. pour. Je profite pour remercier quand même Tristan, même si c'est pas directement sur le débrief, mais juste pour la petite histoire, je fais du jeu de rôle depuis presque 30 ans maintenant et j'ai commencé avec les scénarios Casubelli que tu écrivais. Donc juste pour dire que je suis très content d'avoir vécu cette œuvre majeure des Encagés. Voilà, c'était un vrai plaisir. C'est le genre de choses auxquelles il est difficile de dire autre chose que merci. Et voilà. Aliat. Alors, ouais, je vais un petit peu condenser tout ça. En fait, moi, je suis un vieux rôliste aussi, mais je suis pas un vieux joueur de Cthulhu. Donc, en gros, j'ai pas vraiment joué à Cthulhu souvent. Ça se compte sur le doigt d'une main, quoi. Et pourtant, ça fait, ouais, ça doit faire plus de 40 ans que je joue, plus de 40 ans que je joue. Donc, bref, et ce qui m'a plu, hein, au-delà des joueurs, parce que bon, on s'est quand même très bien démerdé, même sans se jeter des fleurs. C'est effectivement, c'est tout ce qu'on a dit. C'est le côté personnel de chaque perso qui est entré. C'est le fait que le fantastique n'est pas apparu tel quel. C'était une vague brume au-dessus sur laquelle on n'a jamais fait référence. C'est la façon dont ça a été géré sur l'enquête, hein, ces fameux indices qui arrivaient pas de suite après nos demandes, on les oubliait d'une session à l'autre. Quelquefois, les résultats d'une analyse arrivaient 3 séances après et on les avait complètement oubliés. Fallait se remettre dans le bain. Tout ça a fait que pour moi, cette campagne, c'est une des meilleures que j'ai jouées en fait. Hein. Le MJ y a fait pour beaucoup aussi, les joueurs aussi, mais l'auteur aussi parce que il fallait un petit peu, on va dire, sortir de ses habitudes les vieux joueurs en fait. Mhm. Et j'ai jeté un blanc. Non, c'est intéressant ce que tu dis, parce que... Vas-y, Caprice, je t'en prie. Je prends la suite du coup parce que ça va avec, c'est logique. Alors moi pour le coup je suis plutôt jeune joueuse et en fait j'ai beaucoup aimé la façon dont les pré-tirés étaient écrits parce que ils étaient assez flous pour qu'on puisse y mettre notre patte et en même temps assez précis sur certains points pour qu'on puisse vraiment s'y raccrocher et avoir des réactions comment dire,
des réactions viscérales du personnage face à ce qui s'est passé. En fait, parfois on reçoit un prêt tiré, on sait pas quoi en faire, il y a 15 pages de background derrière et qui ne sert à rien dans l'histoire qu'on va vivre. Là, pour le coup, j'ai trouvé que tout était vraiment logique par rapport à ce qui allait se passer, ce qui allait se dérouler, qu'on pouvait vraiment se raccrocher à des choses, concrètes du background pour les utiliser et en faire quelque chose dans l'histoire. Donc ça, j'ai vraiment apprécié et quel que soit le prêt tiré, c'est-à-dire que ce soit Joss, que ce soit Lombardi, Valérie, que ce soit même Sophie Yansky, c'était super intéressant, même si c'était très court. Et aussi la blonde dans Le Rêve bizarre que Kylian nous a fait jouer. La blonde à À chaque forte fois, poitrine. la blonde à forte poitrine. La première fois que je joue une bimbo, ça m'a marqué à vie, je crois bien. C'était des personnages qui étaient tous vraiment très différents et pas dans la caricature, bon, sauf peut-être Brochard. Hein. Et tous très intéressants à jouer. En fait, je pense que chacun avait son lot de choses très, très intéressantes à prendre en main. Voilà. Alors, juste, je rebondis rapidement là-dessus. En fait, quand je fais des pré-tirés pour des campagnes de jeux de rôle, ce qui m'arrive pas très souvent, je les écris comme des persos de GN. J'ai fait du GN de façon très très régulière pendant 15 ans. Et il m'en est resté quelque chose au niveau de l'écriture et d'essayer justement de créer quelque chose qui soit assez précis et assez habitable. Donc ça fonctionne et j'en suis content. Je viens du milieu du GN, donc voilà, ça colle plutôt bien. Très bien. Concernant, enfin, il m'arrive d'écrire, il m'arrive d'écrire des scénars, il m'arrive même de les publier, il m'arrive même qu'on les joue, et je n'aime pas, j'aime bien les faire jouer, mais je n'aime pas plus que ça entendre des actual plays quand on les fait jouer, tout ça. Comment toi t'as vécu l'écoute des encagés? Alors, quand j'ai vu arriver les premiers épisodes, mais je ne les écouterai pas parce que ça va être trop long. Oh mon Dieu, le premier épisode à lui tout seul fait 2 heures et c'est juste l'incendie. Et puis bon, normalement j'écoute pas de podcast, j'écoute pas, j'ai tendance à être à me disperser quand j'ai un truc audio. Je prends un bouquin et j'oublie qu'il y a un truc qui se dévide, etc. Là, j'ai essayé. Bon, au bout de 20 minutes, vous m'aviez accroché, et puis j'ai plus décroché j'ai fini d'écouter le dernier épisode en ligne tout à l'heure, là, il y a 2 heures. Donc c'était une expérience inédite pour moi, un peu étrange, et en même temps, il y a des moments où je me suis surpris à dire non, 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 pas là, pas par là. Ah oui, ça y est, ils l'ont. Ah, t'étais quand même de notre côté. Ou tiens, c'est pas moi qui ai fait ça. Parce que de temps en temps, vous avez un peu divergé aussi. Mais... Non, c'était très, très chouette. Ça fait plaisir. Alors, moi, ce que j'adore quand j'ai Parole de MJ, j'ai ouvert le bouquin. Vous nous entendez? Et quand j'ai ouvert le bouquin la première fois, il y avait plus de 400 pages. Hein. Il y a plus de 400 pages. Donc on l'ouvre et puis on se dit tiens, là quand même, va falloir maîtriser ça. Déjà, est-ce qu'on a envie de le faire? Et puis en fait, moi ce que j'ai lu dans la première lecture, j'en ai fait quelques-unes lectures et puis après on relit à chaque fois on prépare le scénario. C'est qu'en fait c'est complètement novateur. En fait moi je vois, c'est du Cthulhu, c'en est du Cthulhu. Pour moi c'est une série télé de première catégorie. C'est comme ça que je l'ai vu, avec des personnages qui vont évoluer. C'est hyper humain, c'est hyper roleplay. Et donc au début, c'est un peu comme un tableau. Au début, on sait pas par où le prendre. Et puis à la fin, on dit, bah voilà, là, c'est un chef-d'œuvre.
J'étais pas capable de le voir au début, puis à la fin je me dis bah voilà, là ça peut que bien. Il y a tout pour faire le film de l'année. D'ailleurs, faut vraiment que tu en fasses une série. Hein. C'est obligé. À l'instant où Faut quelqu'un bien me jouer téléphone Nadine. pour me poser, C'est bon, non mais on reprend nos persos et puis voilà. Ouais, Oh mais non, il y a- non. Non, moi, je veux pas jouer Brochard. Je veux pas jouer Ouais. Brochard. Bah ça va, je Je jouerai jouais Nadine. Brochard, oh là là. Et donc, bah voilà, moi je me suis dit, j'y vais. Les joueurs et joueuses autour de la table, c'est un peu par hasard. Hein. En fait, on s'est trouvés. Donc, on n'est pas un groupe. On n'avait jamais joué ensemble avant. Hein. Et c'est important de le dire. Donc, ça veut dire qu'en plus, c'est une campagne qui va permettre de s'éprêtirer, ce qu'a dit Caprice, de la présentation de ces joueurs à des joueurs, ouais, plus ou moins. Moi, je suis junior, hein, toujours, de pouvoir se lancer dans une campagne. Et ça veut dire que cette campagne, elle peut être faite par des gens qui commencent le JDR, parce que finalement, les premiers scénarios, c'est quelque chose qu'un MJ, même nouvellement promu autour de la table MJ, peut arriver à faire. Et moi, j'ai trouvé que ça, justement, il y avait quelque chose du vieux routard et MJ, mais aussi que quelqu'un qui débute dans le JDR. Bon, il faut pouvoir lire 400 pages hein, quand même, mais il y a beaucoup d'aides de jeu dans les 400 pages, je précise. Et donc c'est assez accessible et c'est extrêmement humain. Et c'est ça qui fait la touche de la campagne, c'est qu'en fait on joue des humains et l'humanité. Et j'espère que c'est ce qui est ressorti auprès des joueurs et joueuses. On joue pas des surhommes, on joue pas effectivement, peut-être à part l'affaire Lombardie, et encore chaque coup de feu est mesuré. C'est-à-dire que chaque acte de violence. Je vous rappelle pas ce qui s'est passé dans le conteneur avec le cultiste. Franchement, pour avoir joué Marc, c'était extrêmement difficile cette partie-là. J'étais pas mécontente d'être aveugle à ce moment-là et d'être un peu à l'écart, tu vois. Tu C'est m'étonnes. dire à quel point c'était prenant. toutes les parties fortes de l'affaire Lombardie, que ce soit l'annonce de la mort d'Hélène ou effectivement cette scène-là, vous m'avez bluffé, hein, honnêtement. Merci. Merci. Je peux répondre à cela à part merci. J'ai comme une Reddit là. j'entends. Et donc voilà, moi sur l'écriture du livre, alors il y a les dessins aussi. Je peux parler un petit peu des images ou des illustrations qui sur le coup m'ont dit bon, ouais, c'est simple, ça me faisait penser un peu au Cassius Belli que je lisais quand j'étais tout jeuneau, avec des images, voilà, en noir et blanc, des petits. Et en fait, chaque image est hyper expressive. Et quand on prend un peu de temps pour le regarder, et ben en fait on y voit le personnage. On va retrouver, je pense, alors c'est une vision hein, du PNJ bien entendu, mais moi je me suis beaucoup inspiré quand j'ai regardé les images en live de ce visage et de ce que ça me... Vas-y, Je proteste. Mata, il a l'air beaucoup trop sympa alors qu'il passait son temps à nous engueuler. Ouais, Ah, mais bah, bon... Cette fameuse photo de Dosier, ça fait, on y a passé du temps là-dessus. Hein. Ah ouais. Oui. Non, c'est À vrai chercher que les indices qui n'existaient pas. les indices, les aides de jeu, Tristan, sont géniales. Enfin, ça donne cette profondeur qui... je sais pas combien d'aides de jeu, je sais même plus. Singe, qui a fait un boulot de co-auteur sur une campagne, et j'en profite pour lui tirer mon chapeau parce que j'ai pas été un auteur facile à gérer, je pense, et ça a été une super collaboration. Et ouais, et Jérôme qui est sur le Discord d'ailleurs, je crois, des 12 singes, je crois qu'il intervient pas mal dessus. Et sur les illustrations, c'est Christophe Swal peut-être, je sais pas si je le prononce bien. Il a été aux illustrations. Je crois que c'est Swal, mais j'en jurerai pas. Alors, amis joueuses, est-ce que vous avez encore des questions? Ça peut être précis hein, sur des points particuliers. Est-ce qu'il y aura une suite? Dans le retour. Alors,
On me l'a déjà posé. J'ai non, je ne pense pas. Je pourrais refaire une histoire policière du même genre en changeant les codes, en mettant des flics de la police nationale et un cadre urbain plutôt que des gendarmes et un cadre semi-rural. Je pourrais faire un truc sans fantastique ou avec un fantastique introduit différemment ou que sais-je, mais pour l'instant, j'ai pas eu l'idée qui me donne envie. Ça viendra en son temps si ça vient, mais globalement, et sans que je l'ai vraiment voulu, les encagés, c'est un peu le mont Everest. Et quand on descend, tu te dis mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ah, c'est sûr que c'est difficile de trouver quoi faire après ça quand même, hein. Donc, Je suis sûr qu'il y a pour moyen. l'instant, je me pose pas la question, j'attends que ça revienne et puis Oui, et puis même des scénars courts, c'est bien aussi. bon, toutes choses égales par ailleurs, il m'a fallu 7 ans pour l'écrire quand même, hein. Ah oui, Donc, ouais. je n'en referai pas 36 des comme ça, je le sais déjà. Est-ce que tu as eu l'occasion d'en discuter avec Maxime Chatham, hein, parce que les gendarmes ont une place importante dans l'écriture de Maxime Chatham, qui est rôliste par ailleurs. Je ne sais pas si tu avais eu l'occasion d'en discuter, le point J'ai de eu vue l'occasion d'échanger avec lui, mais pas sur les encagés. Par contre, je disais tout à l'heure qu'il y avait une autre table qui avait joué la campagne, et c'est une table qui est composée d'auteurs de polar. Ah, c'est Oh, chouette ça. excellent! Donc, Waouh! Génial. j'ai eu pour le coup des retours de professionnels qui sont pas des professionnels de la profession directement, mais qui sont aussi un excellent crash test de scénario et de. Et est-ce qu'ils s'en sont mieux sortis que nous? Ils ont pas du tout joué la même chose que vous. Forcément. C'est ça qui est énorme. C'est ça qui est bien en Dé fait. déjà, l'équipe n'était pas la même puisqu'eux, ils avaient le lieutenant Kader, et puis, ben, ils ont pas vécu du tout la même campagne. D'accord. En tout cas, merci à toi d'avoir écrit cette merveille qu'on a eu la chance de jouer. Franchement, c'était Ouais, franchement, c'est une chance. waouh. C'était waouh quoi. J'ai même pas de mots pour le décrire, ça y est. Mais ouais, je regrette pas du tout que Kylian m'ait proposé de participer sur cette campagne. Et bah franchement, si jamais tu arrives à écrire d'autres choses, que ce soit au même niveau ou à un autre niveau, bah je le jouerai avec plaisir. Ouais, j'ai plein d'autres trucs déjà écrits qui attendent, hein. Et je ne les connais pas, je suis joueuse depuis 18-19 ans, mais j'ai jamais joué à ça, donc voilà. J'ai D'accord. jamais Moi, joué j'ai avant. des excuses, ma mère. Nanana. Alors pour ma Et défense, je suis une joueuse de Donjons et Dragons à la base, donc du ouais, coup, voilà. Les autres, enfin, Personne n'est parfait. personne n'est parfait. J'ai commencé sur Vampire la Mascarade quand même. Ça a été mon premier jeu, mais voilà, après je suis passée sur du DD5 principalement, et du coup, bah, après j'ai découvert beaucoup d'autres jeux. J'ai beaucoup joué à Cthulhu aussi, mais non, ton nom n'est jamais sorti avant les Encagés pour moi. Et c'est Que une belle mes découverte. Alors que mes meilleurs amis, je les ai connus autour d'une table où on jouait du Tristan l'Homme. Donc voilà, je veux dire. Ouais, tu vois, comme quoi cette table réunit vraiment tout et n'importe quoi. bon. Alors, si vous avez vous avez encore des questions, comme vous voulez. Moi, non. Juste un mot, mais pour finir, pour ma part. Tu l'as dit, Kylian, on a arrêté la campagne parce qu'on avait un timing, on avait un certain nombre de sessions qu'on pouvait faire et on allait jusqu'au bout de ces sessions, même au-delà, même un peu, on a débordé. Mais je pense qu'on aurait pu jouer encore des mois, toujours en creusant, toujours en cherchant des pistes, et donc elle est vraiment très très riche. Comme je le disais, on grattait un peu et on voyait que derrière il y avait encore du contenu. C'est pour moi, enfin ce que j'ai vécu, c'est un bac à sable réactif.
C'est conçu Vraiment comme, réactif. c'est conçu comme ça. J'ajoute que c'était pas du tout conçu comme ça au départ. Le premier jet faisait 100 000 signes et c'était construit comme un scénario Cthulhu classique. Et puis quand son détour me l'a refusé, je l'ai repris. Tous les ans, je me faisais quelques week-ends à le relire et à me dire tiens là, il faudrait peut-être que je développe ça, et puis là, il faut que je rajoute ça, et puis tiens, ce serait sympa qu'on fasse une section plus détaillée sur le culte, et puis le machin. Le gros boulot quand c'est parti chez les 12 singes, ça a été de reprendre le manuscrit et de mettre les trucs bout à bout, de façon à ce que ça ne rende pas le lecteur complètement fou, parce que tout était éclaté dans 15 directions différentes. Et ça, on a discuté avec Jérôme jusqu'à la dernière seconde, quasiment, sur la structure et comment est-ce qu'on groupe. Est-ce que c'est plus logique de mettre une éventuelle garde à vue de Lormier avec la partie sur Lormier, ou est-ce qu'il vaut mieux la mettre dans une section à part Et les arbitrages ont été compliqués jusqu'au bout. Mm. Et c'est vrai que la structure est étonnante, c'est pour ça que je disais la première fois que j'ai lu, je me suis dit, oulala. Mais après, il y a une logique, et la logique, elle est que, en fait, aucune table ne suivra la même trajectoire, donc en fait, il est pas, je pense, moi, impossible d'avoir une trame en disant c'est dans cet ordre-là, et c'est justement ça qui est bien fait, c'est qu'au bout d'un moment, je me repérais entre les chapitres. Et donc je savais que là, on parlait de telle chose, et bon, moi je trouve que c'était bien, et c'est de toute façon, c'est dans ce type de campagne extrêmement ouverte, bac à sable, il n'y a pas d'ordre parfait de présentation, il n'y a que l'ordre qui permet de se repérer rapidement, et pour le MJ. Donc c'est bien fait. Il y a 2-3 fois où je me suis trompé quand même. J'ai dû mettre en pause mes joueurs pour retrouver le bon indice. Parce que c'est ça qui est terrible. C'est qu'il faut pas se gourer dans les indices quand même. Parce que nous, on écrit tout. Non mais c'est vrai, quand même, mais il faut faire gaffe Ouais. parce que une date, un truc, un peu... après, il peut y avoir de l'incohérence. Mais il y en a 2-3 fois j'ai dû me gourer quand même. J'ai dû... Et après, moi, je continue parce que ce qui est intéressant dans cette campagne, c'est que ça permet de faire des cliffhangers. Comme comme tout n'est pas écrit, de manière linéaire, et ben en fait, un petit cliffhanger à la fin d'un scénario, on peut le faire sans se dire, je vais tout mettre, je vais casser la campagne. Et moi, j'aime bien ça parce que ça donne vraiment. Vous savez que j'aime bien finir une séance par un truc. La plupart du temps, je les invente 3 minutes avant la fin parce qu'il est 23h moins 2, moins 3. Et moi, voilà, je trouve que ça, c'est bien. Ça laisse le MJ qui a envie de le faire. Et après, sur le réalisme, on parlait de personnes qui sont des écrivains de polar. Ils pourraient avoir des spécialistes de la gendarmerie ou de la police. C'est pas comme on l'a pas joué, Tristan, tu as dû le voir, on n'a pas joué comme des experts à Miami avec la procédure, etc., l'arme. Mais on peut parce que tu as mis dans l'ouvrage pas mal d'éléments qui permettent de coller à un réalisme, enfin, pas un réalisme total, mais qui permet quand même de simuler. Alors, le réalisme que je visais, c'est pas celui d'une vraie enquête. C'est celui d'une série télé ou d'un polar, donc de quelque chose qui est déjà un cran à l'écart du réel. Mais si j'avais voulu faire un truc réaliste, il aurait fallu le prévoir sur 5 ans d'enquête, 15 000 pages de procédure, des petits chariots pour transporter tout ça, et puis accessoirement au moins la moitié de l'équipe qui divorce ou qui fait une dépression tellement le truc est compliqué et stressant. C'était loin. Hein. C'est vrai que c'était pas loin. Non, du coup, d'ailleurs, c'est bien. Du coup, d'ailleurs, déjà une centaine de jeux, c'est totalement déraisonnable. Écrire des rapports d'autopsie, c'est heureusement, c'est Jérôme qui s'y est collé à partir de ce que j'avais écrit dans le corps de la campagne, mais c'est des rapports d'autopsie d'une page, pas de
50 ou 60 pages comme les vrais. Du coup, voilà, ma question, c'est ça, c'est est-ce que pour écrire justement toute cette partie enquête des gendarmes, etc., tu as fait des recherches auprès de véritables gendarmes pour avoir des infos sur comment ça se passait ou pas du tout, tu as juste fait ça Alors, avec mon les sites des beau-frère filles? est policier dans la police Ouais. nationale. Euh, il m'a beaucoup reproché mon manque de goût quand je lui ai expliqué que ça tournait autour de gendarmes. Et il m'a aussi bien orienté sur toutes les questions de procédure, de comment ça marche. Et il fait partie des gens qui m'ont dit, surtout ne vise pas le réalisme réel, prends des libertés parce que sinon ce sera insupportable. Mmh. Mais c'est bien, du coup, tu avais quand même une personne qui pouvait te dire tu peux plutôt partir sur ça, ou ça colle pas trop, ou ça fait un peu plus crédible, justement. Après, j'ai bouffé du Wikipédia sur les différences entre le juge d'instruction et le Ah, t'as fait un sacré boulot, quoi. et c'était pas indispensable. Non, mais ça ajoute justement une partie de réalisme, et ça, c'est bien aussi. Mais typiquement, on m'a fait un reproche, c'est un reproche qui est remonté par les 12 singes, de apparemment un vrai gendarme qui a trouvé que c'était tout à fait étrange qu'il y ait 2 capitaines et 3 lieutenants, alors que dans le monde réel, ça aurait été géré par un lieutenant et puis des sous-off. Alors moi, j'en sais Mais rien, on s'en et ça fiche. m'allait bien comme ça. Ça m'allait bien aussi. Point barre. Et capitaine, c'est classe. Capitaine Brochard, capitaine Tellier. J'ai toujours rêvé d'être capitaine. Ouais, moi aussi, mais... Au capitaine, homme capitaine. On a essayé de donner des ordres, mais ça fonctionnait pas. Non. Bah, c'est aussi la différence entre des chieuses. entre un jeu de rôle et certainement une équipe de gendarmerie que je ne connais pas, mais c'est un jeu. Et les gendarmes, j'imagine, s'amusent moins quand ils font ce type d'enquête. J'espère en tout cas que ça les fait pas, ça les fait pas marrer. Et donc on doit avoir entre joueurs un peu plus d'équilibre qu'un officier qui donne des ordres. C'est comme ça en tout cas que moi j'ai voulu le faire et que on n'a pas, et que tu l'as bien joué, Aliat. Voilà, tu aurais pu faire le capitaine, toi tu vas là, et tu me fais ton rapport. Et... Ça, c'est arrivé sur certains groupes. J'ai Caprice qui m'a remis dans le droit chemin dès le départ. À la deuxième session. C'est vrai, c'est vrai. On sait beaucoup en arrière-boutique, parce qu'on a une arrière-boutique, on débriefait après les parties assez longuement, hein, parfois une demi-heure. Hein. Et on a mis un peu de temps, on a mis 3-4 séances sur les 24, les 25 de la campagne, à trouver un équilibre du groupe hein, quand même. Parce que on se connaissait pas aussi hein, comme joueur. Et c'est aussi important ludiquement de trouver l'équilibre. Et on a modifié un peu le personnage de Caroline, aussi après discussion, pour pas justement qu'elle soit que la procédurière, image qui lui collait assez au début, et qui plaisait pas plus que ça, ni à moi, ni à Caprice, ni à moi, pardon. Voilà, donc on peut modifier les personnages. Non seulement on peut, mais c'est conseillé. Hein. Ouais. J'ai dû l'écrire à peu près 50 fois en différents endroits du bouquin. Faites votre sauce, amusez-vous. Mais c'est ce qu'on a fait. On s'est bien amusé parce que en bilan, et puis comme ça on va te faire un tout grand merci. Moi, Alia disait que c'est une belle campagne. Bon, quand j'étais un joueur un peu junior, j'en ai fait pas mal des campagnes. Je suis un hard gamer, donc je joue beaucoup. Ça reste, ça restera parce que je veux dire, une des campagnes où j'ai à la fois le plus pris de plaisir, j'ai le plus appris ludiquement aussi. J'ai énormément appris, ça m'a fait vraiment grandir en tant que joueur de jeu de rôle, en tant que rôliste, avec beaucoup d'humilité par rapport à une histoire plus grande que moi, parce qu'elle était plus grande que moi cette histoire hein, au début, et donc il fallait la faire vivre. Mais il y a tous les outils, tu donnes Tristan tous les outils pour y arriver, et
Et donc moi, c'est vraiment, quand je dis un chef-d'œuvre, je pèse mes mots. C'est pas parce que tu es là, je le dirai ailleurs. C'est un chef-d'œuvre du jeu de rôle qui mérite d'être dans toute bibliothèque d'un rôliste qui se respecte. Allez hop, je fais un peu de pub, mais voilà. Putain, ça veut dire qu'il va falloir qu'on se respecte et qu'on l'achète, quoi. Ouais. Super. Alors, le bon côté du truc, c'est que si vous la faites jouer, ce sera complètement différent de ce que vous aurez vécu. C'est vrai. Fin de la page de publicité. Tu veux dire qu'on peut la rejouer Ok, je joue tes liés. Ouais. Je pense que un MJ. Alors moi, je rejoue jamais, hein. Mais celle-là, je suis sûr qu'effectivement, en redispatchant les personnages, et j'aurai une expérience complètement différente. Bon, après, on Ne a d'autres serait-ce qu'en campagnes. choisissant d'autres procédures et en te faisant par exemple pas jouer l'affaire Lombardie, ça devient complètement différent. Ouais. Tout à fait. Et donc pour le futur, je réserve une autre surprise aux joueurs, mais dans quelques semaines de cela. Et moi, Tristan, je vais vraiment te remercier de tout cœur parce que tu as fait deux choses pour moi ce soir. Ça me donne de l'émotion d'ailleurs. Réaliser un rêve de gosse, de rencontrer un auteur que je lisais dans les Cassius Belli et dans le Musée de l'Homme et d'autres choses. Donc pour moi, ça fait vraiment plaisir. Et faire plaisir, une surprise aux joueurs qui m'ont accompagné, qui ont fait ce jeu, et j'étais que l'animateur de cette campagne qui est vraiment très très belle. Et voilà, et je me tais. Et voilà. Tu viens de nous faire pleurer, arrête. Encore. Encore. Et nous, on va en profiter, bien que tu sois là, Tristan, on va en profiter pour remercier Kylian pour nous avoir menés dans nos errances, dans nos erreurs, dans nos émotions, parce que ça nous a aussi pas mal retourné. Certaines scènes ont été vives intérieurement. Certaines fois, on s'est pris la tête sur le Miro pour comprendre les liens entre les machins, voilà, les fadettes quand on a creusé les fadettes. Bref, c'était une campagne qui était vraiment intense. Chaque jeudi, ça a été parce qu'on jouait les jeudis soirs, chaque jeudi était vraiment dense et attendu. Et donc, merci Kylian d'avoir mis tout ça en musique, parce que il y a le scénariste qui est avec nous ce soir, merci encore. Et puis il y a le réalisateur. Donc merci pour tout ça. Mais il y a également les autres acteurs. Il y a les autres acteurs, ouais. C'est-à-dire oui. que ça a été une très très belle découverte. Bon, on va dire que j'ai l'habitude de jouer avec Kylian, mais du coup, j'ai découvert Aliat, j'ai découvert Caprice, j'ai découvert Orion. Et bon sang, j'ai hâte de rejouer avec vous, quoi. Aliad, je joue toujours avec toi. On a Nephilim là, on a Game of Thrones, donc c'est super cool. En plus, on joue des jumeaux dans Game of Thrones, donc c'est génial. Il y a un certain feeling du coup qui s'est créé et c'est très très chouette. Et franchement, je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression justement avec cette campagne des Encagés que ça a vraiment fait un lien en fait, vraiment des liens entre nous. Et j'espère vraiment de tout cœur qu'on pourra continuer à faire des parties ensemble, à s'amuser tous ensemble, parce que franchement, c'est des super belles rencontres. Voilà, donc merci aussi Kylian pour ça, pour nous avoir tous réunis autour de ta table. Et ben, alors en dernier, merci Tristan. Voilà, je t'avais dit une petite heure, je crois que j'ai dépassé le temps que tu m'avais donné. On se reverra certainement sur Twitter en s'échangeant des messages. Et puis j'ai dans la tête de faire jouer d'autres scénarios du maître, Tristan. Voilà. Continue. Bon. Après, merci, moi je dis bravo aux Bon. deux. Bravo aux deux parce que c'est au-delà des merci. Hein. C'est waouh. Et donc,
Bon, T'as bien donc, réussi. Ça y est. on remercie Tristan d'être venu. Très merci Tristan à toi. Et on va vous laisser. Alors je sais pas si le viewer qui nous écoute encore a compris l'histoire. Vous avez qu'à jouer. Et voilà. Et quand vous l'aurez joué, vous comprendrez tout. N'hésitez pas, il est en vente. Et moi, je vous fais à tous ceux qui nous ont suivis pendant ces longs mois, merci. Merci pour vos messages. Surtout, faites du jeu de rôle, toujours, encore, toujours plus. Et à bientôt.